L'idée de cette conf, c'est de vous présenter 10 astuces. Ok Nico, très bien, j'ai ton go. 10 astuces SEO faciles pour booster significativement votre trafic. Bon, comme je sais qu'il y aura un peu de tout dans cette salle, des SEO confirmés, des non SEO, des SEO intermédiaires, des personnes qui ne font pas du tout de SEO. Donc l'idée, voilà, ça va être de commencer avec des choses assez simples, de monter progressivement en valeur. Et n'hésitez pas, du coup, dans le chat, s'il y a des concepts sur lesquels vous voulez, il y a une personne qui dit qu'il n'y a pas de son, je ne sais pas. Si vous voulez que je creuse un sujet plus qu'un autre, n'hésitez pas en tout cas à me dire. Est-ce qu'il n'y a pas du tout de son? Là, je vois qu'il y a 2-3 trucs qui me disent que j'ai pas le son. Ok, bon, il y a du son, c'est good. Alors, on va pouvoir, du coup, j'allais dire commencer sur la première, mais avant ça, oui, je vais rapidement me présenter, ce serait pas mal. Alors, pour ma part, je suis Thomas Meyer. Pour ceux qui me connaissent, qui font du SEO, vous devez me voir régulièrement sur Twitter et LinkedIn, parce que je suis assez actif. J'ai fondé avec Luca Fancello, mon associé, le podcast Position Zéro. On est d'ailleurs en train de sortir, on a sorti la saison 2, l'épisode 2 est sorti aussi hier avec Camille Dufossé et l'épisode 1 avec les frères Perronnet qu'on salue. Tout est disponible sur YouTube, Spotify, toutes les plateformes. N'hésitez pas. On essaye de décomplexifier au max le SEO et de faire venir des experts, avec notamment le format audit en direct à la fin, qui est très sympa. Sinon, pour ma part, j'accompagne des marques comme Live Mentor, comme PlayPlay, que j'aime beaucoup. Je suis également l'ambassadeur d'Ahrefs, un outil que beaucoup doivent connaître sur la sphère française. Et voilà, plein d'autres choses également, mais le but, c'est pas de raconter ma vie, mais de essayer de vous apporter des choses intéressantes. Alors, on va commencer. Voici le sommaire. Effectivement, mettre à jour ses bons contenus, créer des power pages, regagner de l'autorité en réparant vos pages cassées, choisir les bons spots, s'intéresser aux créateurs de liens. Je vous le dis rapidement, utiliser les liens sortants pour augmenter le page rank d'une page. Méthode MEC, les liens internes, les hubs de contenu et enfin combiner ces pages. Bon, je vous l'ai vraiment dit en express, l'idée c'est de rentrer dans le détail de chacun d'eux. Je vais essayer de faire tenir le tout en 1 heure, mais ça devrait le faire. Hop, on va commencer par mettre à jour ces bons contenus. Alors pourquoi je dis les bons contenus? Effectivement, parce que en fait, et moi je l'avais vu notamment chez Live Mentor, on était en 2022. C'était une année où on avait beaucoup plus créé que mis à jour. Et 2023, on avait changé. On a beaucoup plus mis à jour que créé. Et justement, les effets étaient très, très positifs. Et l'idée, voilà, c'est, on n'a pas 15 000 heures devant nous, c'est de prioriser ces mises à jour. Tous les contenus ne sont pas nécessairement à mettre à jour. C'est pas parce que dans les guidelines de Google, on vous dit qu'il faut mettre ces contenus à jour tous les 3 à 6 mois que tous vos contenus doivent être mis à jour. Pour le coup, non. Il faut sélectionner ceux qui vont avoir un impact SEO. Et moi, je les ai rangés sous 2 catégories. Et je vais vous montrer rapidement comment faire sur la Google Search Console. Alors, en gros, ce que je vais principalement mettre à jour en premier, ce sont ceux qui perdent des positions en comparaison avec le mois d'avant ou les 3 mois d'avant, et ceux qui sont entre la position 4 et 10, c'est-à-dire qui sont bien pris en compte par Google, mais qui n'ont pas assez suffisamment craqué la SERP pour passer sur le top 3 sur cette requête et avoir un bon niveau de trafic. L'idée ici, si je vous montre rapidement pour la première partie sur les contenus qui perdent des positions, attendez, je vais partager du coup mon écran parce que là, c'est le slide actuellement. Tac, tout l'écran, partagé. Est-ce que vous voyez bien mon écran? J'imagine que oui. Alors très rapidement, très simple. Bon là je suis sur le truc de live. Tac, on va aller dans résultats de recherche. Très simplement, ici, voilà, vous avez la date. Donc on va rester sur les 3 derniers mois. On va cliquer ici, très important, sur comparer, et on va comparer les 3 mois avec les 3 mois de la période précédente. On va appliquer. On a donc ici les stats. On voit que sur les 3 derniers mois, 175K, sur les 3 mois précédents, 134K. Donc, on peut voir qu'il y a une augmentation. On peut même, maintenant, il y a une nouvelle feature sur la Search Console. On peut grouper par groupement de keywords. C'est-à-dire qu'on peut mettre différents mots-clés et les comparer, ce qui n'était pas possible avant. Mais sinon, pour ce qui m'intéresse, moi, je vais aller dans page directement et non pas dans requête. Et je vais cliquer sur les clics différences pour mettre justement là ceux qui gagnent des positions, on les voit ici, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ceux qui en perdent. Donc, il suffit de recliquer une fois, et voilà. Là, on voit mes contenus qui, sur les 3 derniers mois, ont perdu des positions. Donc, ça veut dire que
Soit il y a une info qui est plus à jour, soit il y a une nouveauté sur l'intention, soit un concurrent s'est positionné devant moi parce qu'il est plus complet et précis sur certains points. Donc l'idée, voilà, c'est de comprendre pourquoi et comment on pourrait davantage les mettre à jour en utilisant des outils d'optimisation sémantique pour le fond du SEO si le score de SEO n'est pas optimisé, et aussi sur le fond, hein, bien évidemment, s'il y a des nouveautés ou autres sur votre sujet. Et voilà, en gros, pour ces 2 points. Alors, hop, je me remets sur la slide. Hop. Voilà, très bien. Donc, effectivement, ceux qui sont entre la position 4 et 10, ça, moi, vous pouvez le voir sur n'importe quel outil, suivi de position, Ahrefs, Monitoring, peu importe. Voilà. Nous allons passer à la slide suivante. On garde les questions pour après, parce que sinon, j'ai peur de ne pas avoir suffisamment de temps pour tout vous présenter. Créer des Power Pages pour pousser vos pages transactionnelles. Alors, deux termes ici, un page transactionnelle et Power Page. Donc, qu'est-ce qu'une page transactionnelle? Je vous montre tout de suite un petit exemple que vous pouvez regarder en même temps que je vous explique. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, admettons, on va prendre l'exemple que vous avez un site e-commerce qui vend des tapis de yoga. Voilà. Et vous avez une page transactionnelle, puisque vous faites de la vente, qui est positionnée sur un mot-clé tapis de yoga pas cher. Voilà. Ça, c'est une page qui est très bien, que vous avez créée, que vous avez bien optimisée, mais sur laquelle vous galérez à être présent. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de concurrents et parce que naturellement, c'est compliqué d'obtenir des liens de la part d'une page transactionnelle, parce que généralement, c'est un peu moins naturel de la part des créateurs de liens, dans le sens où c'est beaucoup plus facile de linker une page informationnelle sur laquelle on apporte de la vraie valeur. Mais pour autant, il faut quand même trouver une solution pour augmenter le PageRank de cette page et obtenir des backlinks pour essayer de passer devant nos concurrents sur cette page. Alors, l'idée ici, c'est de créer ce qu'on appelle une Power Page. Donc, une Power Page, c'est une page éducationnelle très qualitative sur un sujet qui gravite autour de votre page transactionnelle, c'est-à-dire un sujet qui est sémantiquement pertinent, donc qui, grâce au maillage interne, va transférer une très bonne autorité thématique, une autorité sémantique, donc qui est liée, et qui va pouvoir permettre, grâce à la stratégie de la Power Page, de transférer le jus SEO. Comment? Effectivement, on va créer cette page comment perdre du poids grâce au yoga. Vous voyez, c'est un sujet qui peut intéresser beaucoup plus de gens que les tapis de yoga pas chers. On va faire une super page avec plein de conseils. Ça peut effectivement être un article de blog, David. Une super page avec plein de conseils, du tuto, limite des vidéos, quelque chose de très complet qui va attirer l'œil des créateurs de liens, sur lesquels il sera beaucoup plus facile d'aller chercher du netlinking, dans lequel on va mettre très tôt un lien interne, et c'est ça la méthode qui est importante, vers notre page transactionnelle sur la bonne encre de lien, en faisant varier, parce que là, ça peut être typiquement tapis de yoga, qui renvoie vers notre page transactionnelle. Pourquoi c'est hyper important? Parce que comme vous le voyez là au tout début du schéma, je reçois des liens, des backlinks sur ma page qui est hyper quali et qui se positionne bien. De cette page, j'ai un lien interne qui pointe vers ma page transactionnelle. Donc naturellement, eh bien, je viens bénéficier de tout le jus à la fois externe reçu par la page de vente, mais aussi les liens internes qui pointent vers moi, et ainsi je peux augmenter mon PageRank. Je vais vous montrer après d'autres méthodes aussi pour augmenter votre PageRank, mais en voilà une quand vous galérez à remonter sur une page transactionnelle. Est-ce que tout est clair jusqu'à présent pour tout le monde? N'hésitez pas s'il y a des soucis. Quelqu'un ne voit pas le PPT. Est-ce que vous voyez tous le PowerPoint quand même? Oui, il y a des pouces, donc j'imagine que c'est bon. Très bien. Alors, troisième méthode, donc on commence à monter gentiment en gamme. N'hésitez pas à m'arrêter s'il y a des soucis. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Je l'ai mis en place avec pas mal de clients parce qu'elle est vraiment rapide à checker et à mettre en place. Ça consiste à réparer ces liens cassés. Bah oui, parce que sur un site, on a plein de codes d'erreur, des 303, des 404, des 500. L'idée, voilà, c'est de regarder que parmi nos erreurs 404, donc celles qu'il y a sur notre site, il n'y en a pas qui ont déjà reçu des backlinks. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des backlinks qu'on reçoit dans le vent et qui sont perdus au final. Et qu'on pourrait très bien les envoyer ailleurs pour bénéficier
de leur jus. Donc, on va commencer à regarder. Et l'idée, je vois qu'il y a un commentaire, effectivement, ça dépend si on en a beaucoup. Effectivement, l'idée, c'est de regarder vraiment celles sur lesquelles, qui étaient justement typiquement peut-être des pages anciennement éducationnelles, qu'on va convertir. Et je vous montre tout simplement comment mettre ça en place. Il suffit d'utiliser un outil, Ahrefs, SEMrush, peu importe, Ubersuggest, de mettre le lien, effectivement, de mettre le lien, je peux le faire ici, effectivement, en direct. Il suffit, tac, on va prendre un exemple, je vais partager mon écran, tac, comme ça, vous pourrez le voir, partager. Admettons, on va prendre, un site, on va prendre Adidas, ça va parler à tout le monde. Hop, on prend Adidas. On va sur Ahrefs, SEMrush, Ubersuggest, peu importe, un outil de check. On va dans le Site Explorer, effectivement, on met notre URL et on va regarder dans les liens par page. On va trier en code HTTP 404 parce qu'on veut trouver les pages qui, justement, sont en 404. Donc, je clique et je cherche les résultats. Donc, vous voyez que je vais passer de 27 000 et quelques à beaucoup moins, techniquement, s'ils ont bien fait leur travail. Oui, voilà, 20 pages. L'idée, voilà, c'est de regarder parmi ça. Par exemple, là, vous voyez, je vois que la page snowboarding, qui est en 404, donc qui n'est plus active, a reçu 233 liens en dofollow. Donc là, l'idée, quand on voit ça, alors peut-être que Adidas l'a fait, mais l'idée, en gros, quand on voit ça, je remets ma slide, voilà. L'idée, quand on voit ça, c'est de procéder ainsi. Voilà. Donc, est-ce que déjà, c'est de se dire, est-ce que la page a été supprimée accidentellement? Si oui, il suffit de la rétablir. Si ce n'est pas le cas, si vous n'en voulez plus ou qu'elle a été supprimée volontairement, l'idée, voilà, c'est de se dire si elle a des backlinks. Là, dans le cas de la page, oui, elle en avait. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rediriger cette page avec une redirection 300 vers ma page la plus actuelle, vers ma page la plus pertinente par rapport à celle-ci pour utiliser le jus qu'on a reçu des liens, des backlinks vers la nouvelle page qu'on veut mettre en avant. Bien évidemment, vous aurez accès au slide, Maud, je vous enverrai tout. Je partagerai également sur LinkedIn. Et également, très important, les liens internes aussi, parce que vous avez plein d'articles, justement, qui pointent vers, de chez vous, d'articles internes qui pointent vers cette page qui est peut-être en 404. Donc, l'idée, c'est de changer les liens qui pointent vers la 404 pour les faire pointer vers la nouvelle page en 301. Je vois qu'on me dit des doucements dans le chat. Désolé, je sais que je suis assez vif aujourd'hui. C'est juste que j'ai peur de ne pas pouvoir tout vous dire. Vous pourriez mettre le replay si vous voulez en moins 0,5. Généralement, on me dit beaucoup ça. Je t'écoute, Thomas, je t'écoute en moins 0,5. Je devrais arrêter le café. Ce serait peut-être une bonne idée, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la méthode 4. La méthode 4, choisir le bon spot pour une transmission maximale de PageRank. Oui, 17%, ça va. Je croyais que je n'avais plus de batterie, mais ça va, nous sommes bien. Choisir le bon spot pour une transmission maximale de PageRank. Bon, on reparle de PageRank. Moi, j'adore le PageRank. Et je vais vous montrer une image très simple. Alors ça, c'est une image que j'ai un peu repris des amis, des frérots Perronnet qui étaient présents également au SEO by Night. Et une image que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai changé du coup volontairement les thématiques, mais c'est pour vous apprendre comment justement choisir les bons spots et qu'il faut faire très attention en fait quand on va chercher ou quand on va acheter des liens externes, donc des backlinks, parce que oui, on peut acheter des backlinks et que ce n'est pas interdit par Google. Vous voyez, admettons que vous êtes un site e-commerce qui vend des gants de boxe. Moi, j'adore la boxe, je fais de la boxe taille, donc qui vend, je sais pas, des gants de MMA, des gants de boxe taille, peu importe. Vous cherchez à aller obtenir du netlinking, donc des backlinks vers vos pages importantes, typiquement vos pages de vente, des articles de blog qui sont sur des mots-clés à gros volume, etc., etc. Il y a plusieurs cas de figure. On regarde les premiers cas de figure à gauche. Qu'est-ce qu'on a à gauche? Donc, on a un site qui parle de whisky et mon lien est placé donc, dans le site qui parle de whisky dans une page au sein de ce site qui parle aussi de whisky. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a aucune transmission parce qu'on parle de transfert sémantique. On ne parle pas d'autorité de domaine. Par exemple, le site de McDonald's a une énorme autorité de domaine. S'il fait un lien vers Live Mentor, ça n'a rien à voir parce qu'on parle de PageRank sémantique. Et le fast-food et la formation, ça n'a rien à voir. Donc, même si le site est hyper puissant, au final, il y a une transmission qui est très, très faible. Donc là, c'est le cas. Il n'y a aucun lien entre whisky et Gantbox. Donc, forcément,
là, c'est un peu perdre son argent. Si on vous dit, ah tiens, ce site est super bien, il coûte 1500 € le lien, mais du coup, c'est une page qui n'a rien à voir, bah, vous vous faites un peu avoir. Deuxième cas de figure, c'est le cas de figure parfait. Je suis sur un site qui parle de box, dans une page qui parle de box, et j'ai un lien qui parle et qui pointe vers ma page de box. Donc là, autorité principale, box, sous-page box qui pointe vers moi, box. Donc là, on a une transmission maximale sémantique parce qu'on est parfaitement lié. Et même si le site est un peu plus faible, par exemple, que le précédent, bah, au final, on y gagne beaucoup plus. Ensuite, on a les cas un peu plus bâtards, comme on les appelle, les cas un peu plus bâtards à droite. On a un site qui parle de whisky, dans lequel on a une page de boxe. Par exemple, je sais pas, ça peut être une marque qui a fait une collaboration avec un boxeur, et on achète ce lien en pensant que c'est cool parce que ça parle de boxe, mais on n'a pas regardé l'autorité principale. Et donc, c'est quand même bon parce qu'on a une page qui parle de box, qui renvoie vers un sujet box, donc il y a une sémantique sur la page, mais elle ne bénéficie pas de la force en fait du domaine principal. Donc là, c'est mieux que le premier cas que je vous ai montré, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et ensuite, on a le dernier cas de figure. Donc là, on a un site qui parle de box. On peut se dire, ouais, trop cool, c'est mathématique. Mais le créateur du site a décidé de faire dans cette page une petite page qui parle de whisky. Pareil, ça peut être une collab ou autre. Et il nous place ce lien dans cette page qui parle de whisky alors qu'il a des tonnes de pages de box et qu'on préférait avoir une page de box. Donc là, pareil, effectivement, il y a une faible transmission de la puissance de lien parce que la page de whisky ne bénéficie pas de la cohérence sémantique de la page au global. Voilà, en gros, pour vous expliquer un peu ça. De toute manière, je vous enverrai les slides, vous pourrez garder ça, mais ce schéma est très important à comprendre, de se dire que voilà, il faut, au-delà de l'autorité, d'aller chercher des sites qui sont cohérents sémantiquement avec nous. Et effectivement, consommation d'alcool avec modération. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris du whisky, mais écoutez, j'étais sur Canva, j'ai vu une bouteille de whisky, je me suis dit, allez, on va parler de whisky. C'est très bien. 5 box et whisky, effectivement. Conor McGregor qu'on salue avec son Proper 12. Parce que j'ai toujours de la batterie, j'ai 16%. J'ai pas mon câble avec moi, c'est pour ça. Si jamais j'atteins les 10%, je devrais aller vite fait le chercher, mais c'est pas très grave. 5, il nous en reste 5, les amis. Coucou Lucas, ça fait plaisir de te voir dans les commentaires. S'intéresser aux créateurs de liens. Ça, c'est une erreur que font beaucoup de sites aujourd'hui. C'est une erreur que j'ai enseignée dans la formation SEO de Live Mentor, que j'ai créée avec Baptiste Dodan et Paul Grillet, créateur de Tot SEO qu'on salue. S'intéresser aux créateurs de liens. Alors, qui sont les créateurs de liens? Et pourquoi c'est une erreur que font beaucoup de personnes? Je vous donne un exemple tout simple. En fait, la plupart des sites internet, la plupart des blogueurs ou autres aujourd'hui, ils s'intéressent à créer du contenu qui est pensé pour leur audience cible. Ce qui est très bien dans les faits, parce qu'on apporte des réponses aux questions que se posent les personnes qui sont dans notre audience. Donc c'est pertinent et jusque-là, ça fait sens. Maintenant, voyons la chose autrement. Et essayons cette fois-ci de ne pas nous intéresser à notre audience une seconde, mais de nous intéresser un petit peu à nos créateurs de liens. Qu'est-ce qu'un créateur de liens? C'est une personne qui a, comme son nom l'indique, un site internet et qui a le pouvoir de faire des liens. Globalement, votre audience n'a pas de site internet. Peut-être, mais ce sont vos clients, ce sont vos personas. Par contre, il faut regarder dans votre industrie qui sont vos créateurs de liens, qui sont les sites susceptibles de faire des liens vers vos contenus. Par exemple, si je suis Live Mentor, les créateurs de liens, ça va être tous les blogs marketing, tous les blogs SEO, tous les blogueurs entrepreneurs, etc., etc. Ceux qui ont la puissance de m'envoyer du jus par le netlinking. Donc, il peut être intéressant par moment de se dire, OK, plutôt que de créer un contenu qui est pensé à 100% pour mon audience, est-ce que j'essaierai pas de réfléchir à ce qu'on appelle un peu un four à backlinks qui parle à mes créateurs de liens et non pas à mon audience? Je vous donne un exemple ici avec l'ami Brian Dean, qui a un site Backlinko, très connu dans la sphère du SEO, qui justement avait créé un article, donc 21 techniques SEO actionnables pour 2021. Je sais, ça date un peu, mais justement, j'avais lu son article et il s'était aperçu en fait au début, il avait fait des astuces super simples, donc qui étaient très pensées pour son audience. Mais il y avait très peu de backlinks. Donc, il a changé l'approche. Il a vraiment mis en place des astuces un peu plus poussées, un peu plus tricky, qu'on trouve pas dans les quatre coins du net. Des astuces pour lesquelles il faut un peu plus creuser. Et donc, qui vont faire gagner du temps aux autres créateurs de liens. Grâce à ça, il a eu plein de backlinks de la part de tous les blogs SEO anglais, américains,
qui parlent de sujets beaucoup plus poussés, qui n'avaient pas envie de lier, de parler d'un article qui parle, oui, comment faire une bonne recherche de mots-clés, etc., parce que ça n'intéresse pas leur audience. Et donc, ça, c'est un moyen très, très simple. Exemple pareil à droite, hein, un Nerd Fitness, je crois que c'est un des meilleurs sites SEO dans le domaine de la fitness aux US. Le gars est très, très chaud, si vous voulez voir en termes de contenu. Il a créé effectivement ici un article, comment créer ta propre routine de workout avec, donc dedans, il a mis des plans, des schedules, des vidéos exercices, etc., etc. Il a fait mais une vraie power page, un truc hyper solide. Et ça, c'est vraiment pensé pour tous les blogs, fitness, etc., qui ont la flemme de créer aussi des programmes, des plans, etc., et qui vont mettre ça en avant. Troisième exemple, notre ami Tim Ferriss avec son livre La semaine des 4 heures que beaucoup doivent connaître, The 4-Hour Week ici. Il a lancé son livre, il s'est dit mais comment je vais pouvoir faire connaître mon livre? Là, bon, on sort un peu du game SEO, mais ça marche de la même chose. Eh bien, tout simplement, ben, je vais le mettre dans la main de ceux qui ont le pouvoir d'en parler. Je vais le mettre dans la main des blogueurs, des marketeurs, de tous ces mecs-là qui ont des sites, des blogs, etc. et qui vont pouvoir faire des articles sur moi. C'est pareil. Et envoyer son livre à des blogueurs marketing, c'est du SEO. C'est du marketing. Je vois effectivement qu'on recommande Brian Dean dans les commentaires. Oui, moi j'avais commencé le SEO à l'époque, 6 ans de ça, avec les contenus de Brian Dean, donc je recommande. Je crois d'ailleurs qu'il a été acheté il y a quelques années de ça par SEMrush pour beaucoup d'argent. Mais c'est pas le sujet. On va maintenant reparler encore, tiens, de PageRank, les amis, parce qu'on aime bien le PageRank ici. Et encore une méthode contre-intuitive. Attention, c'est un terme de vendeur de formation de 2024 ou de dropshipper. Oui, on va parler d'une technique un peu contre-intuitive, mais qui fonctionne. Comment ça? Vous avez un exemple ici. Aujourd'hui, quand on demande à n'importe quel SEO d'augmenter le PageRank d'une page, donc son autorité, eh bien, on va globalement, il n'y a pas 36 000 choix, hein. On va aller chercher des backlinks, que ce soit par de l'article invité, que ce soit par des logiques de PBN, que ce soit par de l'achat de liens, que ce soit par peu importe, du lien naturel. Eh bien, on va faire pointer différents liens vers ma page. Dans les faits, c'est très bien. Pourquoi? Parce que effectivement, on crée de nouveaux points d'accès aux surfeurs aléatoires de Google pour venir crawler et se rendre à nouveau sur notre site. Donc, c'est très bien comme méthode. C'est une méthode qui a toujours fonctionné. Seulement, on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller beaucoup plus loin et sans faire de liens, sans recevoir de netlinking, donc sans aller chercher des liens. Vous me direz, mais tiens, c'est étrange. Comment il fait pour augmenter son BER sans aller chercher de nouveaux liens, donc sans créer de nouveaux points d'accès du surfeur aléatoire? Bah, c'est simple. En fait, on se remet à la définition du PageRank. C'est quoi le PageRank? C'est le nombre de fois où le surfeur aléatoire va passer sur notre site. Et l'idée de se dire, bah, plutôt que d'en créer des nouveaux points d'accès, pourquoi pas demander à ce même surfeur aléatoire de revenir en permanence chez moi? Et donc, comment faire? Vous voyez à gauche, ce sont des sites qui pointent vers moi et à droite, des sites vers lesquels on renvoie du jus. Et bien, typiquement, au lieu d'aller chercher un nouveau backlink, je vais faire un lien vers un article qui contient mon lien pour demander justement au surfeur de revenir chez moi en parcourant cet article. Ça peut être aussi de placer le lien sur une page qui pointe vers l'article qui contient mon lien et qui reçoit indirectement mon trafic. En fait, c'est tout simplement, c'est de se dire, OK, j'ai une page, je vais aller sur un outil comme Ahrefs ou SEMrush, je vais copier-coller mon lien et le mettre dans l'outil. Je vais regarder les backlinks. Par exemple, je vais voir, il y a 16 backlinks. Je vais regarder quels sont les liens justement pertinents vers lesquels je vais pouvoir recycler, recréer une boucle. Et c'est pareil en matière de netlinking. Par exemple, là, vous voyez que si je pointe vers une page, bah, des fois, au lieu de lui dire de repointer vers moi, je vais lui dire, bah, tiens, est-ce que tu pourrais pointer vers cette page qui contient mon lien et qui contribue à recréer un nouveau cycle? Il y a même certains sites qui achètent des backlinks sur des grosses pages qui contiennent des liens. Par exemple, vous faites un lien sur un gros média, eh bien, le fait d'acheter un backlink sur ce média, ça contribue à pousser aussi indirectement votre vue. Donc, en fait, c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas que le fait d'acheter des liens, il n'y a pas que le fait d'acheter des liens qui vont nous permettre d'aller chercher une netlinking ou autre, de pousser une page. Ça peut se faire en choisissant bien aussi ces liens sortants, parce que c'est très important de contrôler ces liens sortants et de ne pas les faire pointer n'importe où, parce qu'il faut voir aussi son contenu comme un vase, hein. Et plus vous faites de liens, bah, plus vous faites de trous dans le vase. Et s'il y a trop de trous, bah, il n'y a plus d'eau au final, et ils doivent être sélectionnés pertinemment. Voilà, en gros, pour ce sujet. Alors oui, je sais qu'il y a certaines personnes qui
peuvent peut-être être un peu perdus. Je vous remettrai effectivement le lien et les slides, mais justement, j'essaye aussi de faire des astuces pour les personnes aussi qui sont dans le SEO. Et typiquement, ici, c'est une méthode, et ça a été annoncé par Google, hein, qui est possible d'augmenter jusqu'à 3,6 fois son PageRank en sélectionnant les bons liens sortants. Ensuite, là, on va parler plus de contenu et de copywriting. Utiliser la méthode MEC, c'est une méthode que j'aime beaucoup et pareil que j'enseigne dans la formation SEO de Live Mentor pour avoir des contenus qui sont mieux que ceux de ses concurrents. Alors, je m'explique. Qu'est-ce que la méthode MEC? Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le cabinet de consulting McKinsey, qui est un célèbre cabinet de consulting qui a eu plein de problèmes et de déboires, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est pas du tout le sujet. Ils sont très connus et ils ont énormément de consultants en management, consultants en stratégie, etc. Ils sont sélectionnés, mais c'est des tests du GIGN, limite, ils sont sélectionnés avec plein de tests techniques et je vois des commentaires drôles, et mentaux, pour les tester dans leur capacité à créer de bons arguments, à créer des bonnes logiques stratégiques. Et il y a un test de copywriting, justement pour créer ces bons argumentaires, et ça peut s'appliquer à 100% à un article de blog. On va faire un exercice tous ensemble. Toujours 14%, c'est bon. On va faire un exercice et je vais vous demander de jouer rapidement. Donc, on va prendre une petite minute. On va prendre une thématique d'article de blog. Admettons que vous êtes rédacteur et là, je vous missionne sur comment construire une bonne stratégie de contenu en 2024. J'ai envie d'écrire un article de blog sur comment construire une bonne stratégie de contenu en 2024. Cet article, je vais le créer en 3H2, donc en 3 parties. Donc un grand 1, un grand 2, un grand 3, une intro, une conclusion si vous voulez. Mais voilà, l'idée ici, c'est de réfléchir très rapidement, si vous voulez mettre dans le chat ou autre, de réfléchir à une structure. Qu'est-ce que vous direz au début? Qu'est-ce que vous direz à la fin? Qu'est-ce que vous direz au milieu et à la fin? Pourquoi il faut en faire? Comment? Etc. Essayez de réfléchir juste rapidement à une structure qui pourrait être pertinente pour apporter un bon contenu sur cette requête, sur cette thématique. Je vous laisse 30 secondes pour mûrir, réfléchir tranquillement. Je vois que j'ai encore 20 minutes, c'est large, on aura fini en temps. Écoutez Position 0, Lucas, bien évidemment. Très bien, je vois qu'il y a des réponses intéressantes. Ok, intéressant. Très bien. Très bien, merci de jouer. Nous allons maintenant passer à un premier exemple, un premier cas de figure. Attention, voici. Comment construire une bonne stratégie de contenu en 2024? Section 1, premier H2. Pourquoi est-il important d'avoir une bonne stratégie de contenu? Section 2. Qu'est-ce qu'une bonne stratégie de contenu? Section 3. Comment créer une meilleure stratégie de contenu en 2024? Dans le chat, dites-moi si ce plan vous convient, si il est bien, si d'après vous, il remporte le test McKinsey, si le gars qui a créé ça, demain recevra un petit mail. Salut, tu es consultant McKinsey, tu vas pouvoir faire de la politique avec moi. Youhou. Qui pense que non? Non, c'est un refus. Il est refusé, le gentil monsieur. Eh ben, on va voir. On va voir pourquoi c'est une erreur. Effectivement, vous avez raison. Parce qu'ici, on va revoir vite fait, on a 3 sections qui déjà sont inéquitablement réparties. Dans la section 3, elle sera beaucoup plus complète que la première section où pourquoi est-ce important d'avoir une stratégie de contenu. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est que une personne qui tape comment créer une bonne stratégie de contenu en 2024, elle sait que c'est important, sinon elle ne taperait pas cette requête. Donc on a une partie 1 qui n'est pas forcément utile. Et on a des parties qui risquent aussi de se marcher dessus. Qu'est-ce qu'une bonne stratégie de contenu et comment créer une meilleure stratégie de contenu? Il y a clairement du contenu le même contenu qui sera présent dans les 2 parties. Donc vous n'aidez pas votre lecteur à résoudre son problème, vous faites un monologue interne et il n'y a pas de structure logique. On dirait clairement un article généré à l'intelligence artificielle sans valeur ajoutée derrière humaine. Maintenant, on va prendre un autre exemple, un bon exemple. Voilà, ce que je vous dis, votre objectif, c'est que vous devez apprendre quelque chose à votre lecteur. Donc, votre article doit avoir un début, un milieu, une fin, et chaque point
doit faire suite à la conclusion du précédent. Il faut voir son article comme un toboggan, hein. Chaque paragraphe doit donner envie de lire le suivant, etc., etc. Pas de déchets, pas de choses inutiles, à la fois pour le lecteur et pour le SEO, que du pertinent. Voici un bon exemple. Section 1, comment planifier vos 3 premiers mois de contenu. Là, on arrive, on a un début, je ne sais pas par où commencer, bah tiens, on va planifier les 3 premiers mois de contenu, on te donne des outils, je vais te montrer comment faire exactement avec des screenshots, etc. Section 2, comment produire régulièrement tes prochains contenus. Mais effectivement, maintenant, tu connais, effectivement, tu as réussi à planifier tes 3 prochains mois de contenu. What's next? Qu'est-ce que je fais après? Comment je continue d'en ajouter dans la pile? Lesquels je choisis, etc. C'est vraiment la méthode opérationnelle. Section 3, comment je vais évaluer et analyser la performance de mes contenus pour passer à la vitesse supérieure? Bah maintenant que j'ai produit mes premiers mois de contenu, comment je vais voir ceux qui ont bien marché, ceux qui n'ont pas marché? Comment l'objectif, c'est l'idée de faire tourner ça sur une année, sur 2 ans, sur 3 ans. Là, j'ai un début, un milieu, une fin. J'apporte des éléments concrets. Je couvre tout ce qui se passe avant de commencer à écrire, tout ce qui se passe pendant et tout ce qui est nécessaire pour en tirer des enseignements. Donc, on a une structure logique. On a toutes les sections qui adressent la Big ID. Donc, la Big ID, c'est le fil directeur, hein, c'est le fil rouge en copywriting. Il y a des sections qui sont très équitables. Là, on peut facilement faire 500, 500, 500 mots. On n'a pas de chevauchement entre les parties. Chaque section traite une étape différente du processus et non pas comme dans la méthode précédente des étapes qui se répètent. Et on a des sections qui s'additionnent pour donner une vision globale. Bien évidemment, Stéphana, tu auras accès au replay et aux slides. Voilà, j'espère que pour le moment, c'est clair pour tout le monde. Marion, qu'est-ce que signifie MEC? Ça veut dire mutually exhaustive and collectively excessive. Je vous enverrai une ressource, je mettrai une ressource à ce sujet dans le slide, mais l'idée, c'est de se dire d'avoir un contenu qui en dit suffisamment sans trop en dire et qui dit quand même les choses les plus importantes dans le détail. Maintenant, on va encore parler de PageRank. Oui, je sais, Benoît, que je défile assez vite, mais c'est que j'ai que malheureusement 50 minutes pour parler de mes différents sujets. Donc, je suis désolé. Vous pourrez, comme je vous le dis, regarder le replay et mettre ça en mode beaucoup plus lent. Effectivement, c'est ça, Mathilde, merci beaucoup. Je l'ai très mal prononcé, je pense. Donc, effectivement, voilà. Effectivement, oui, comment utiliser son maillage interne pour booster son PageRank. En fait, voilà, l'idée ici, bon, tout le monde sait hein, que le maillage interne, c'est hyper important, que ça permet d'aller pousser certaines pages dans les résultats de recherche. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça, c'est le point le plus important à retenir, c'est ce point-là. Le but du maillage interne, c'est pas de faire pointer le plus de liens possible vers une autre page. C'est pas parce qu'une page a beaucoup plus de liens qu'elle va être de liens internes qu'elle va être un peu plus puissante. L'idée, c'est, et c'est ce mot-là qui est important, c'est de faire circuler le PageRank entre mes bonnes pages. Donc, je vais m'expliquer pour que ça soit beaucoup plus clair. Au lieu en fait de me dire combien je vais faire de liens internes, quels liens internes je vais faire, etc., je vais utiliser un outil de calcul de cohérence sémantique. Je vais regarder chacune de mes pages. Ici, par exemple, j'ai pris un article Live Mentor, comment trouver les bons hashtags sur TikTok. J'ai zoomé un peu pour que vous puissiez voir. Comment trouver les bons hashtags sur TikTok. Ici, je vais regarder vraiment les contenus que j'ai sur mon blog qui sont pertinents pour avoir un lien interne. Donc, je vais simplement suivre les cohérences sémantiques. Ici, je vois qu'il y a 20% de cohérence sémantique avec percer mon article sur comment percer sur TikTok. Donc, je vais faire un lien interne depuis cette page vers celle-ci. Je vois que j'ai 13% de cohérence sémantique vers comment référencer mes vidéos TikTok. Pareil, je vais faire un lien vers celle-ci en prio. 13% sur comment exploiter le potentiel de ma marque. 12% sur comment trouver les bons influenceurs. 12% sur comment trouver les bons hashtags, etc., etc., etc. Donc là, ici, je sais que je vais pouvoir faire mes 5 à 6 liens les plus pertinents sémantiquement, que ceux qui ne sont pas super puissants ou si j'ai pas envie d'en faire trop, je vais mettre les 5-6 les plus puissants et je vais avoir un PageRank qui est thématisé, qui est sémantique. Et en fait, effectivement, voilà, c'est ce que je vous dis juste là. C'est important, la notion de faire circuler son PageRank. On va la voir juste à la slide d'après aussi où je vais parler de comment organiser ces différents cocons. Mais voilà, c'est très important de comprendre les cohérences sémantiques qu'il y a entre tes articles et aussi parfois ça te permet de repérer les éventuels risques de duplicate content, donc de contenu dupliqué. Par exemple, admettons, si là, j'ai une page qui a au moins 50% de cohérence sémantique, c'est-à-dire que dans la page dans laquelle je vais faire pointer, il y a au moins 50% du contenu qui sera très similaire. Donc, il y a un risque de duplication. Donc, je peux
peut-être mixer mes pages pour en faire une seule ou en rediriger une vers une seule, etc., etc. Hop, et cet outil, David, c'est Your Text Guru. Je passe du coup à la slide 9. Donc, il nous en reste 2. On va être en temps. Créer des hubs de contenu. Donc là, pareil, on est toujours sur du maillage interne, sur des logiques de maillage interne, puisqu'on parle de circulation de ballon. Donc voilà, c'est un bon exemple. Ici, donc, voici comment on organise son contenu sous forme de graphe, de cluster. Ici, donc on a effectivement notre home, on a différents répertoires principaux et on a des petits points, les petits points orange, là, ce sont les pages satellites, les pages filles, on les appelle comme on veut, qui font du lien non seulement entre eux, mais qui font aussi du lien vers la rubrique principale, qui renvoie elle-même aussi vers ces pages filles et qui est liée à la home, donc qui est placée dans la racine, donc qui reçoit énormément de jus sémantique. Et ça, il y a plein de modèles, hein. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'a organisé aussi chez Live Mentor. On a plusieurs formations, formation vente, formation e-commerce, formation WordPress, formation SEO. On a un blog, donc on a créé des catégories adaptées à ces pages-là. Toutes nos pages de formation, du coup, c'est des pages piliers. On les voit comme des pages piliers. Les articles de blog pertinence sont des articles satellites et on organise notre maillage entre ces pages piliers et ces pages filles. Je vous mettrai un article que j'ai écrit qui est beaucoup plus complet sur comment créer cette logique de cocon sémantique dans son blog. Bon, là, l'idée, effectivement, j'ai pas le temps de tout vous expliquer en détail. C'est un sujet qui prendrait beaucoup de temps. Mais effectivement, je vous donnerai une ressource que j'avais écrite sur le blog d'Aventure qui vous explique comment construire vos logiques de cocon sémantique. Et enfin, effectivement, combiner ces pages similaires pour booster votre SEO et éviter le contenu dupliqué par la même occasion. Ça, j'en ai parlé juste avant, du contenu dupliqué. Pourquoi j'en ai parlé juste avant? Parce qu'il faut faire attention. Alors, autant le contenu dupliqué dans la sphère, parce qu'il faut faire attention, Google pondère les éléments. Et sur des logiques e-commerce transactionnelles, le contenu dupliqué n'est pas autant pénalisé, et parfois ne l'est pas du tout, que sur des pages informationnelles, où là, il faut faire très attention. Et donc ici, l'idée c'est de regarder, comme on l'a vu tout à l'heure hein, sur le schéma sur lequel j'étais juste ici, de regarder s'il n'y a pas des pages dans mon site qui sont trop proches sémantiquement, qui risquent de se cannibaliser. Et ça, déjà, il y a un moyen simple pour le savoir, même si on n'a pas d'outils, c'est si vous avez un doute sur des articles, par exemple, je ne sais pas, comment perdre du poids et comment perdre des poignées d'amour. Alors, globalement, on aura à peu près le même type de contenu. Bon, j'ai pris un exemple lambda, mais il y en a plein d'autres. Il suffit en fait de taper ces 2 requêtes sur Google et de voir si grosso modo, c'est le même contenu qui apparaît. Si c'est le même contenu qui apparaît, c'est-à-dire les mêmes sites concurrents, on risque effectivement d'avoir une logique de cannibalisation. En revanche, si c'est des choses qui sont différentes, ça veut dire que, en fonction de ces 2 mots-clés, même si la base est similaire, on a une intention qui est complètement différente. Et pour un même mot-clé, on peut avoir des intentions différentes. D'ailleurs, Laura Blanchard en avait beaucoup parlé à sa conf au SEO by Night, qui était très intéressante et qui, si ça vous intéresse, a mis ses slides sur LinkedIn. Laura Blanchard, si vous voulez aller checker. Que je salue. Et donc, voilà, je retourne à ma méthode 10. Donc, combiner ces pages. Donc, effectivement, voici la méthodologie. Donc, admettons que vous avez du coup fait un peu vos cohérences sémantiques comme ça en partant de vos contenus pour comprendre. Vous pouvez effectivement le faire avec TOT.SEO, hein, j'ai vu dans les sphères. Si vous avez des contenus qui vous affichent 50% de cohérence sémantique, donc ça veut dire que vous avez, ou même moins, hein, même 40%, ça commence à faire beaucoup. Au-delà de 40, ça commence à faire effectivement un petit peu. Donc comment je vais faire pour les combiner? Quelle réflexion, grosso modo, je dois avoir ici? Donc voilà, j'ai une page sur X et j'ai une autre page sur X qui sont très similaires. Donc le premier cas de figure, effectivement, si on a la même intention, ça va être, voilà, je prends mon contenu que je ne veux pas forcément positionner, celui qui est en dessous d'un point de vue SEO. Je vais le combiner avec l'autre, c'est-à-dire que je vais grouper les deux, je vais faire un mix de ces contenus, je vais les mélanger et faire quelque chose de pertinent. Et du coup, j'aurai une page finale qui sera un mix des deux. Et je fais bien évidemment une redirection 301 de l'ancienne que je supprime vers la nouvelle que je garde
pour continuer de bénéficier du jus SEO de cette précédente page que j'ai supprimée. Par contre, donc ça c'est très important, et ça je l'ai fait avec Live Mentor et sur plein de sujets, ça m'a vraiment aidé et c'était vraiment pertinent. Par contre, il y a un cas où, et ça c'est très important, où on peut avoir pour un même mot-clé deux intentions différentes. Et ça, en SEO, c'est ce que j'appelle la technique de la toile d'araignée. Et je vous donne un exemple juste ici, sur le mot-clé apprendre le copywriting. Ici, vous voyez qu'il y a deux articles de Live Mentor qui sont positionnés. Sur le mot-clé apprendre le copywriting, ou je sais plus si c'est apprendre le copywriting gratuit ou cours gratuit copywriting. Regardez, mais je crois que c'est apprendre le copywriting. Effectivement, on a deux articles qui se positionnent. Donc là, on pourrait se dire, mal ou pas mal, je sais pas, on pourrait se dire, il y a peut-être un risque de duplicate. Sauf que non. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un contenu qui est effectivement peut-être sur une intention similaire, mais qui ne cannibalise pas les intentions. Pourquoi? Parce que dans le premier cas de figure, cours gratuit pour apprendre le copywriting. Là, on touche vraiment à quelqu'un qui a envie de maîtriser le copywriting, qui a envie de prendre du temps, de suivre un cours pour commencer à apprendre, peut-être commencer le copywriting et se lancer là-dedans en freelance. Le deuxième cas de figure, une journée pour apprendre les bases du copywriting. Là, on est peut-être dans le cas d'un persona, et c'est pour ça qu'il faut réfléchir en termes d'objectif. Quel est l'objectif que la personne a en tête quand elle tape une requête? Là, on est dans le cas peut-être d'une personne qui peut être un SEA, un growth marketer, qui par exemple a envie de créer une annonce Google Ads, qui ne fait pas forcément de copywriting ou du SEO, mais qui a juste envie de comprendre les bases du copywriting, les bases minimum légales, pour justement mettre ça en place. Et ben voilà, on a deux intentions différentes. Donc ici, Google a pris en compte ça et nous positionne, fait ce qu'on appelle un double positionnement ici sur ces requêtes. Voilà, on arrive au bout de cette conférence. Je vois qu'il est 15h15, donc j'ai peut-être 5 minutes de rab, on va pouvoir les utiliser pour la question. En tout cas, j'étais très content de vous avoir. C'était Thomas Meyer. N'hésitez pas à échanger avec moi sur Twitter ou LinkedIn. J'espère que ça vous a plu, que je n'ai pas été trop technique sur certains moments. Je sais, il y en a peut-être ceux qui ne font pas tous les jours du SEO. J'ai peut-être été un poil technique par moment, mais je me suis dit que je voulais en faire un fait pour tout le monde. Donc, désolé si certains ont pédalé un petit peu. Merci beaucoup pour les retours. Je suis très content. Et on se revoit d'ailleurs pour ma part vendredi, puisque je clôture le SEO Square avec l'ami Luca, qui est dans le chat, qui est mon associé sur ce podcast, qui est un très bon SEO, vendredi. Parfait, merci Thomas pour toutes ces bonnes pratiques et astuces et merci à tous pour votre attention. Nous allons donc passer à la session des questions. Donc on a une première question de Romain Ledard. Donc il nous demande, est-ce que tu penses donc Thomas qu'il est plus pertinent de créer une page pilier super longue et bien construite ou alors éclater la page en plusieurs sous-pages que l'on va linker entre elles? Ouais, effectivement, très très bonne question. Là, une fois de plus, tout dépend de la stratégie de contenu. L'idée, et justement, je vous recommande d'aller voir. Il y a plusieurs modèles. Justement, on parlait de Brian Dean tout à l'heure. Brian Dean, si vous tapez sur Google, il a créé ce qu'on appelle le hub du SEO. Et le hub du SEO, c'est vraiment dans cette même logique d'avoir une énorme page et plein de sous-pages. En fait, le but de la page pilier, c'est qu'elle doit être très complète, mais ne pas rentrer dans les détails. Parce que les détails, elles seront abordées par les pages filles qui vont justement apporter de la puissance par le lien interne. Ici, donc, il n'y a pas vraiment de réponse juste, parce que tout dépend de ton modèle. D'ailleurs, sur le net, on parle beaucoup de cocon sémantique, de topic cluster, de graphe sémantique, il y a de tout. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de réfléchir à la structure la plus logique aussi pour l'humain de ton côté. Donc, les deux sont possibles tant que derrière le maillage est bien mis en place. On a également une question donc, de Charlotte Aimé qui se demande si les redirections 301 affectent le classement SEO. Ouais, bon, alors redirection 301, donc qui dit redirection 301 dit rediriger un contenu qu'on a supprimé vers un bon contenu. Parce que attention, quand vous supprimez un contenu sur votre site, il n'est pas officiellement supprimé. C'est-à-dire qu'il existe toujours dans les méandres et c'est pour ça qu'on aura des erreurs 404 si on ne fait rien. Grosso modo, c'est ce que le Google va crawler tout à la fin. Mais pour autant, bien que si on fait une redirection 301 vers notre page, bien évidemment, ça sera fonctionnel. On renvoie
et on bénéficie du jus qu'on a perdu. Par contre, en termes de liens internes, c'est vrai que pour le robot de Google, quand il crawl tes pages, c'est vrai qu'à chaque fois, s'il tombe sur un lien interne qui renvoie vers une page redirigée, bah, ça va lui prendre beaucoup plus de temps. Et in fine, il y a un plugin que j'aime beaucoup typiquement sur WordPress, ça s'appelle Search and Replace. J'ai juste à taper mon ancien lien et mon nouveau, et ça va chercher tous mes articles pour le remplacer en mode bulk. Et du coup, bah, ça permet d'avoir une structure qui est propre derrière. Search and Replace, attendez, je vous écris le nom. Search and Replace. Parfait. Voilà. Et nous allons terminer donc avec la question de Servan Cocheril qui se demande si les réseaux sociaux constituent une option efficace pour créer des backlinks et ainsi améliorer le classement de son site internet dans les résultats de recherche. Totalement. Mais pour moi, les réseaux sociaux... Alors, les réseaux sociaux ne sont pas un facteur SEO à proprement parler, hein, c'est pas dans Internet, mais pour moi, c'en est un et c'en est un indirect. Je vous donne un exemple tout bête. Comment nous, on a utilisé les réseaux sociaux pour avoir des backlinks sur position 0. Bah, on a fait un jeu concours avec un outil SEO. Bon, vous le verrez bientôt, la vidéo, elle n'est pas encore sortie, mais c'est avec l'outil Alloscan qui est partenaire chez nous. On va organiser un jeu concours. Pour jouer, en fait, on demande aux personnes de nous donner un avis sur notre page Google. Pourquoi? Parce que les avis, c'est faire du SEO. Là, cette logique de faire un jeu concours, c'est faire du SEO, en fait. Parce qu'on va aller chercher de l'avis grâce à un jeu concours. Les réseaux sociaux, pareil, on peut partager nos contenus. On parlait des créateurs de liens tout à l'heure. Ça permet de multiplier ce que j'appelle les eyeballs, donc les points de contact vers nos différents contenus. Et c'est très, très important, et même on le voit aujourd'hui, hein, quand tu tapes Thomas Meyer sur Google, c'est mon profil LinkedIn qui va ranker, c'est mon profil Twitter. Donc, effectivement, les réseaux sociaux peuvent aider à aller chercher des backlinks, même si ce n'est pas un critère SEO à proprement parler. Et oui, tout est en nofollow, Clément, avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si vous faites un lien de Facebook vers votre site, bah, il n'y aura pas un transfert de jus. Vous ne pourrez pas dire, ouais, Facebook, grosse autorité de domaine. Bah non. C'est pareil que sur Wikipédia, d'ailleurs. Merci Thomas pour ta réponse. Donc, il s'agissait de la dernière question. Un grand merci à tous pour votre attention en espérant que vous avez beaucoup apprécié cette conférence, que vous en êtes ressorti avec un ensemble de bonnes pratiques et astuces pour votre stratégie SEO. Donc, nous allons basculer sur une pause de 10 minutes avant d'enchaîner avec la prochaine conférence, donc qui sera animée par Virgile Kenoum, donc Head of SEO chez eProspect, et Corentin, Head of International Development chez SMJ, qui vous donnera un ensemble de bonnes pratiques, de stratégies pour justement vous assurer d'une bonne expansion à l'international. Donc voilà, à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. C'était cool de vous avoir. À très vite. On se voit vendredi.